Bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée au thème « Journalistes et communicants, sortir de la guerre des tranchées ». Titre résolument positif et proactif s'il en est. Je suis Thuy Penguyen, rédactrice en chef à Challenge, en charge des médias. À mes côtés, Hugues Dago. Salut Hugues. Bonjour Thuy. Journaliste et responsable éditorial de Média Connect, une entité du groupe AFP. Et nous sommes ravis d'avoir co-organisé cette table ronde, donc entre Challenge, Média Connect et Hopscotch, qui nous accueille aujourd'hui dans ces sympathiques locaux pour débattre de ce sujet. Il y a les intervenants que je vous présenterai dans quelques secondes. Nous avons une partie de l'assistance qui est derrière, dans l'Agora, et une autre partie en visioconférence. Merci à tous d'être là, merci à tous de participer. Nous sommes plus d'une centaine, quand même, c'est pas mal, avec plus de la moitié en visioconférence. C'est la preuve que le sujet, Hugues, est d'actualité et interpelle énormément. 3 chiffres, juste pour vous planter un petit peu le décor, qu'on détaillera un peu plus tard. En France, aujourd'hui, il y a 8 journalistes sur 10 qui mettent l'efficacité, la véracité de l'information en tête de leurs priorités. C'est effectivement une priorité, oui. D'ailleurs, pour renforcer cette idée-là, il y a une tribune qui a été publiée au printemps dernier par plusieurs associations de journalistes, dont 2 sont représentées ici, à la fois pour l'association des journalistes de l'information sociale, également pour l'association des journalistes médias. Vous avez publié donc cette tribune au printemps dernier. Et vous faisiez état quand même d'une vraie aggravation des relations, une vraie dégradation des relations entre journalistes et communicants. Plusieurs points ont été soulevés dans cette tribune. Est-ce que, concrètement, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi vous avez été confrontés? Je vais peut-être présenter d'abord les intervenants. 2 chiffres juste pour terminer. Donc 8 journalistes sur 10 qui sont très attachés à l'efficacité de l'information. Beaucoup de gens qui sont très attachés aussi aux relations avec les communicants. Et il y a un chiffre qui nous a frappé lorsqu'on a préparé cet entretien. Il y a un peu plus de 20 ans, aux États-Unis, mais je pense que c'est un peu le cas en France, il y avait 2 communicants face à un journaliste. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 6,5. Et pourtant, c'est le 34e baromètre Kantar-Lacroix qui nous le rappelle. Aujourd'hui, il y a moins d'un Français sur 3, 29% des Français qui pensent que les journalistes sont indépendants des pouvoirs politiques et des pouvoirs financiers. Voilà, juste pour planter le décor. Je vous présente nos invités aujourd'hui. Lucie Prusac, vous êtes rédactrice en chef du fil RH de AEF et surtout présidente de l'Association des journalistes de l'information sociale. Merci d'être là. Xavier Simon, vous êtes managing director pour l'Europe de l'Ouest de Cision. Vous allez nous aider à dresser rapidement un petit état des lieux, je dirais pas des forces en présence, on ne va pas trop utiliser les termes guerriers, mais quand même nous rappeler un peu la situation. Fabrice Friès, PDG de l'AFP, l'agence France Presse, donc à la source des informations, l'outil qui nous sert aux journalistes, mais aussi aux communicants. Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, merci d'être là et j'allais dire militant hyper proactif du thème il faut que les journalistes aillent chercher ce qui n'est pas dans le communiqué. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Anne-Laure Desclèves, vous êtes directrice de la communication et de la marque Getlink, ex-Eurotunnel, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous avez aussi travaillé dans des groupes comme PSA, donc c'est peu dire que vous connaissez la communication en situation de crise. Benoît Deveau, du groupe de communication et de stratégie en communication Hopscotch, qui nous accueille donc aujourd'hui. Vous êtes directeur général et d'un groupe qui est notamment très présent sur tout ce qui est société innovante. Donc je pense que vous connaissez très bien aussi à quel point la révolution digitale a impacté nos métiers. Anne Méo, présidente et fondatrice d'Image 7, papesse de la communication, comme on dit souvent, très, très en lien avec tout le monde des institutions et des grands noms du business. Et enfin, last but not least, Amaury de Rochegonde, rédacteur en chef adjoint à stratégie et surtout, j'allais dire aujourd'hui, en votre qualité de président de l'association des journalistes médias, l'AJM, qui est donc au carrefour de cette problématique.
L'AJM, qui donc, je le disais, a co-signé une tribune parue au printemps dernier à l'initiative de l'AGIS, Association des journalistes de l'information sociale. Donc vous êtes 2 de ces représentants ici, il y a quand même une douzaine d'associations qui ont co-signé cette tribune sur les freins qu'ils ressentaient à la liberté d'informer, aggravés par le contexte de la crise sanitaire. Donc très concrètement, pour qu'on comprenne de pourquoi on parle aujourd'hui ce matin de guerre des tranchées, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement à quoi vous, en tant que journaliste, vous êtes confrontés très régulièrement? Lucie? Là, on parle d'un contexte quand même un petit peu particulier pour la rédaction de cette tribune, puisque ça s'inscrivait à la suite des différents confinements et des restrictions de déplacement qui ont été imposées à tout le monde et qui ont effectivement aggravé des situations qu'on connaissait déjà auparavant. Ce qu'on a constaté, nous, à l'AGIS, et sur lequel on avait déjà essayé d'alerter, notamment les ministères, les instances gouvernementales, on va dire, mais ça concerne aussi d'autres organisations comme les grandes entreprises, c'est une diminution très forte des conférences de presse en particulier. Les conférences de presse, on considère que c'est un exercice très important parce que, d'une part, c'est ouvert à tous les journalistes. Il y a tous ceux qui souhaitent y participer peuvent le faire. Donc pour nous, c'est un principe important d'égal accès aux sources. Le deuxième aspect important des conférences de presse, c'est que c'est l'occasion aussi pour tous de poser des questions en pouvant éventuellement s'appuyer sur les confrères si on n'obtient pas la réponse qu'on souhaite, en relançant une même question, etc. Donc ça, c'était le premier phénomène. Ça a été aggravé effectivement par les confinements, les restrictions de déplacement, parce que nous, on ne pouvait plus voir les gens de manière informelle, on ne pouvait plus rencontrer nos interlocuteurs habituels, tout se passait par téléphone ou en visio. Et ça, évidemment, toute la partie informelle du métier est très importante. Et on a voulu alerter sur le fait qu'à l'issue des confinements, finalement, cette situation qui s'était aggravée ne revenait pas à la normale. Et que les difficultés qu'on avait rencontrées tout au long de la crise sanitaire, elles se poursuivaient au-delà. Et ça, c'est vraiment un problème. Et en fait, nous, on a vu à l'AGIS, on avait déjà effectivement envoyé des mails aux communicants dans les ministères, etc. Quand on a sollicité nos confrères des autres associations, on a eu des réponses positives très rapidement, ce qui montrait bien que c'était un problème partagé. Amaury. Oui, nous, à l'AGIM, on a même été surpris de recevoir cette invitation de l'AGIS parce qu'on avait un peu l'impression que c'était propre à notre secteur. En fait, c'était très commun à beaucoup de journalistes, donc les journalistes médias et de la communication. En fait, effectivement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la crise sanitaire a fait qu'évidemment, tout ce qui était présence physique a été évidemment totalement écarté et que ça ne revenait pas, mais que c'était substitué à cela très souvent des visioconférences, des Teams, des Zooms, tout ce que vous voulez. Et là, on a considéré que c'était un motif de contrôle supplémentaire de l'information et de l'accès aux sources, parce que très souvent, certaines questions étaient retenues, d'autres pas. C'était parfois un petit peu au petit bonheur la chance. Certains faisaient exprès de poser des questions un petit peu rentre-dedans pour voir si ça ressortait. Donc c'était intéressant en soi. Et effectivement, on a constaté ça chez des grandes entreprises cotées, mais on a aussi constaté ça au niveau du gouvernement. Nous, on a par exemple une ministre de la Culture, pour ne pas la nommer, qui fait énormément de rencontres avec toute la profession, mais pas avec les journalistes. Et on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui peut la gêner? C'est certainement pas la crise sanitaire. La seule réponse qu'on peut avoir, c'est éventuellement les questions qui peuvent lui être posées. Et donc, c'est cette difficulté qu'on voudrait mettre en évidence, et le fait que finalement, le point positif, c'est que les journalistes se sont rendus compte que ces conférences de presse, ces rencontres, c'était effectivement très précieux, parce que c'était l'occasion d'avoir notamment des sources, j'allais dire, afférentes et pas forcément directes, y compris parmi les journalistes, parce que souvent un journaliste permet de discuter, de confronter des angles, etc. Et donc c'est vraiment ce sur quoi on a voulu mettre l'accent. Enfin, c'est vrai que la question des poules, c'est surtout vrai pour effectivement les journalistes audiovisuels, mais pas seulement, parce qu'on a constaté qu'effectivement, parfois, c'était un tri de journalistes, une petite sélection, un petit groupe de journalistes qui pouvaient rencontrer telle ou telle personnalité. Et ça a évidemment un inconvénient majeur, c'est que les gens qui sont choisis après se sentent un petit peu privilégiés
Et donc, on rentre dans une relation qui n'est pas forcément très saine. Pour reprendre le titre de votre conférence, la guerre de tranchées, avec un point d'interrogation. Sortir de la guerre de tranchées. Nous, pour journalistes, ce qui est très clair, c'est qu'on n'est pas dans le même camp. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se faire la guerre, on a des intérêts communs, mais il faut bien avoir à l'évidence que cette ligne de partage, elle doit continuer d'exister, mais elle doit se faire avec énormément d'échanges et de réciprocité. Amaury, je reprends vos termes de « on ne va pas se faire la guerre », mais toujours est-il que, de fait, la situation est en train de se dégrader objectivement. Xavier, à plusieurs reprises, vous publiez des études qui témoignent de l'état de la relation entre journalistes et communicants. Est-ce que vous pouvez juste nous dresser rapidement le tableau qui est l'état de ces relations? Avant qu'on fasse réagir les autres. Oui, alors donc pour resituer cette étude, donc Cision, acteur global donc des solutions relations presse et de veille média, donc un témoin privilégié des relations entre journalistes et attachés de presse dans plusieurs pays. On publie une étude depuis 10 ans, une étude annuelle sur l'état des médias, basée sur une enquête plusieurs milliers de journalistes, donc plusieurs centaines en France. Et effectivement, un des chiffres qui ressort de la dernière édition, 44% seulement des journalistes qui s'estiment satisfaits de la relation et de leur collaboration avec les attachés de presse. Alors c'est un chiffre qui, dans toutes les études depuis 10 ans, n'a jamais dépassé 50%. Donc c'est un taux qui a toujours été, qu'on peut qualifier de pas bon. Mais il est sur une tendance baissière, clairement. Et ce qui alimente cette baisse, donc il y a deux signaux forts qui en ressortent. Le premier, c'est le manque de pertinence de l'information qui est poussée vers les journalistes. Manque de ciblage, manque clairement de compréhension de l'audience, voire de la ligne éditoriale des journalistes. Donc clairement ça soulève la question, est-ce que les attachés de presse ont, où ils en sont même de la transformation digitale, est-ce qu'ils utilisent au mieux les outils et les données disponibles pour cibler tout ça. Et le deuxième enjeu qui est soulevé, c'est celui de la réactivité. Clairement, les journalistes aujourd'hui ont peu de temps disponible. 87% des journalistes nous disent travailler sur 3 sujets en même temps et choisir leur sujet en moins de 24 heures. Donc forcément, il y a une attente élevée de la part des journalistes et clairement qui n'est pas aujourd'hui satisfaite par les attachés de presse. Quand vous entendez tous ces chiffres, là je m'adresse plutôt aux communicants qui sont ici avec nous ce matin, quand vous voyez cet état de dégradation et tout le partage d'expériences qui a été fait par les uns et les autres, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce qu'on est bien aussi, vous le voyez, dans cette guerre des tranchées? Parce qu'on vous voyait réagir, j'allais dire le body language, là, pendant les présentations. Réaction avant qu'on passe la parole aussi à l'AFP. Anne Méo, je vous en prie. Oui, alors, guerre des tranchées, je trouve que c'est quand même excessif. Moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment de vivre une guerre des tranchées avec les journalistes. Je crois qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a une violence, c'est peut-être le confinement, c'est peut-être toutes les relations sociales et les relations humaines sont plus dures. Moi, je ne sais pas si vous n'êtes pas frappé par ça, je suis frappé par ça. Regardez le débat politique, regardez le débat public. Donc, il y a une... Je pense que le télétravail et la distance accentuent le fossé. Parce que je crois que quand on se parle, quand on se voit, c'est comme ça qu'on peut se comprendre. Donc, moi, je suis une grande adepte du contact direct. Chez moi, je râle contre les relations par les mails. Je ne crois pas aux relations... Les interviews par mail. Aux interviews. Je pense qu'il faut se voir, il faut se parler, il faut se comprendre, etc. Je pense qu'il y a 2 trucs. Il y a du côté... alors je me base, moi, de l'autre côté par rapport donc, du communicant. Bon, voilà. Mais je pense que vous avez besoin d'interlocuteurs compétents. Et je pense que, alors là, je vais promouvoir, mais je pense que les agences sont souvent les meilleurs alliés des journalistes parce qu'on a des gens qui connaissent très bien les dossiers, qui ont une formation différente. Moi, j'embauche pas de gens de communication, j'embauche des gens qui ont été en salle de marché, qui ont fait de la... Enfin, là, je viens d'embaucher une dame qui est spécialiste de tout ce qui est ESG. Donc, on essaie d'avoir en interne des vraies compétences pour comprendre nous-mêmes ce qu'on vous vend. Et je crois que la première chose, c'est quand même qu'on comprenne. Et à l'inverse, nous, c'est un de mes dadas, Thuip le sait, c'est que je pense qu'on a besoin d'avoir en face de nous des journalistes qui ne sont pas dans une théorie idéologique ou pas idéologique d'ailleurs, où ils veulent faire rentrer les faits. Donc je pense que des 2 côtés, on a besoin de compétences et d'honnêteté intellectuelle.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'Amaury et débattez entre vous, peut-être si quelqu'un d'autre veut réagir, sur cette idée que les deux camps, sans être en guerre peut-être, doivent continuer à coexister? Moi, en tout cas, je suis venu là, alors que je viens jamais dans ces trucs-là, parce que je pense que oui, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, vous parliez d'initiative. Moi, je trouve que Challenge devrait, ça pourrait être une idée. Il y a peut-être une espèce de charte éthique à faire entre et à bâtir et à faire signer. Je sais pas si c'est jouable, parce que nous, nos métiers, on n'est pas. Je suis pas sûr qu'on ait des syndics. Enfin, j'en sais rien. Moi, je suis pas. Oui. Moi, je suis pas dedans. Lucie, il me semble qu'il existe. Justement, parce qu'à Challenge, on a une charte. Il me semble qu'il existe 2 syndicats d'attachés de presse, si je ne me trompe pas, et je crois qu'il existe une charte déontologique des relations presse. Et nous, on n'est pas attachés de presse. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des initiatives qui sont... Bien sûr, vous n'êtes pas attaché de presse, mais ce que je veux dire, c'est que dans les relations presse, il me semble qu'il existe déjà des initiatives de cet ordre-là. Après, voir comment les démultiplier ou les adapter au niveau des directions de communication ou des agences. Enfin, il y a certainement des choses à faire. Et effectivement, je pense qu'il y a des pratiques déontologiques à développer des deux côtés, sans doute. Benoît Desvaux, je voulais que vous vouliez prendre la parole. Voilà, il y a 2 syndicats. Hein. Il y a le SCRP, qui est un syndicat qui rassemble les agences de relations publiques. Il y en a presque 50, donc c'est quand même une grosse partie des agences de communication qui sont sur ces métiers des relations publiques. Et il y a un autre syndicat qui est plus un syndicat d'indépendants qui s'appelle le SINAP, donc c'est plus des indépendants qui gèrent ces relations. Donc dans ces 2 syndicats, il y a beaucoup, il n'y a pas une charte, il y en a plein. Il y a une dizaine de codes déontologiques qui ont été mis à jour avec l'arrivée du numérique. Et notamment, il y a un code d'Athènes que normalement on signe quand on rentre dans ce syndicat, qui est de 1963, je crois. Et dans ce code d'Athènes, pour reprendre l'attente des journalistes sur les infos, comment vous avez dit, vérifiables, la véracité des informations, les agences s'engagent à communiquer ou à demander à leurs clients de communiquer sur des faits tangibles, sur des faits qu'on peut vérifier. Et ça, c'est un engagement qu'on prend, parce que je pense que dans nos métiers, la grande différence entre les relations publiques et la pub, dans la pub, on fait rêver, on est sur le levier de l'émotion, et dans notre métier, on est nécessairement sur un métier de relation qui doit être basé sur des relations sincères et durables. Voilà. Donc moi, ici, quand on a préparé, j'ai fait un petit tour dans l'agence, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes comme sur cette relation communicant. Quand on va sur Internet, il y en a très peu. Et d'ailleurs, il y en a une du SINAP qui dit l'inverse, qui dit que tout va bien. Donc après, comment sont faites les enquêtes, ça, on sait bien qu'on peut leur faire dire beaucoup de choses. Mais en tout cas, dans cet immeuble, personne comme Anne ne sent de guerre de tranchées. On sent plus d'une grande difficulté chez nos partenaires, les médias, parce que vous êtes moins nombreux, vous avez moins d'argent, vous avez moins de temps pour faire vos papiers. Et donc c'est plus un problème de disponibilité qu'autre chose. Et derrière, les conférences de presse, on aime bien. Donc, nous, on préfère des conférences plus dynamiques, plus conversationnelles que descendantes. Mais il y en a de moins en moins parce qu'on n'arrive pas à faire venir les journalistes. C'est quand même un sujet. Votre micro, Anne. Il a complètement raison. C'est-à-dire que moi, les conférences de presse, je suis pour à fond. Mais tu fais une conférence de presse, tu as 3 plaies et 4 tondus maintenant. Voilà. Et donc, nous, par rapport aux clients, on a l'air de Brel. Donc, c'est très compliqué, le principe de la conférence de presse. Hein. Après, tout dépend de qui est présent à la conférence de presse aussi, parce que quand une entreprise, un PDG d'entreprise organise une conférence de presse et qu'il s'exprime, qu'il accepte de répondre effectivement aux questions des journalistes, quand un ministre fait une conférence de presse et qu'il accepte de répondre effectivement aux questions des journalistes, je pense qu'il n'y a pas de problème d'audience. Je ne suis pas complètement, en tout cas je ne parle pas des politiques, parce que je pense qu'il y a encore une appétence très forte. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre Moi, j'avais monté un truc avec, par exemple, le PDG de Dassault Systèmes, qui est quand même passionnant et qui faisait une alliance avec Bloom et tout. On a vu que les types te disent, je suis débordé, j'ai pas le temps, tu m'enverras le dossier, tu m'en parleras, je veux bien le voir séparément. C'est un casse-tête de notre côté. Pardon, parce que je monopolise, excusez-moi. On va entendre Fabrice qui voudrait réagir et Pierre-Henri, mais Anne-Laure aussi avait envie d'intervenir sur cet état des lieux. Voilà, donc, comment vous vivez ça? Vous avez Getlink, des fermetures d'usines à PSA.
Je suis très heureuse déjà qu'on ait le débat parce que c'est une question qu'on se pose également dans les mêmes termes côté entreprise. Et moi, je suis membre d'Entreprise et Médias. On a justement fait une étude qu'on a lancée il y a 1 an et qui porte sur le nouvel écosystème des médias, comment on accompagne les directeurs de communication et comment on accompagne les entreprises face à ce nouveau système, ce nouvel écosystème. Et les questions que vous vous posez sur les conférences de presse, pas conférences de presse, pool, pas pool, c'est exactement les mêmes qu'on se pose. Moi, par exemple, je viens de faire une étude de perception parce que j'avais des doutes. J'ai eu des doutes pendant le confinement. J'ai eu aussi, moi, des journalistes qui m'ont dit mais je ne veux pas venir et je ne veux plus qu'on se voit. Et j'ai eu des journalistes qui ont refusé de rencontrer mon CEO en présentiel, comme on dit, pour des raisons tout à fait respectables, parce que ça a inquiété tout le monde. Et la réponse, l'étude que je viens de faire, en tout cas pour moi, elle démontre clairement que ça y est, on est passé à un autre stade et qu'on va revenir à des rencontres. Je pense qu'il faut que vous soyez rassurés sur le fait que ça y est. Enfin, voilà. Et pour ma part, j'en suis convaincue. Évidemment qu'il faut qu'on se rencontre, évidemment qu'il faut qu'on se voit et que vous puissiez poser vos questions. Je crois et c'est ce qu'on a défendu à Entreprise et Médias, une information précise, exacte et sincère. Oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc, Entreprise et Médias avait créé un comité de travail autour des justement relations journalistes et communicants. Corrigez-moi si je me trompe. L'année dernière. Oui, c'est ça. On a fait dialoguer à la fois des représentants des grands médias et des entreprises sur ces sujets-là. Donc, il en ressort qu'il faut rappeler en permanence les bonnes pratiques. Et la bonne pratique, c'est que l'entreprise, elle doit faire l'effort de pédagogie, elle doit investir du temps, que non, le temps n'est pas toujours immédiatement... il ne faut pas réfléchir en termes héroïstes. Et parfois, il peut nous arriver de donner du temps de l'un de nos patrons et qu'il n'y ait pas immédiatement un papier qui soit écrit derrière. Voilà. Je crois, moi, ma conviction, c'est que, en fait, nous, les communicants, on est les meilleurs ambassadeurs des journalistes dans l'entreprise. Il faut aussi se rendre compte que l'entreprise, elle est aussi pas très au fait de la façon dont ça fonctionne, la relation presse. Elle n'est pas très au fait forcément de vos besoins, de vos impératifs. Voilà. Donc je crois que notre métier, c'est un métier de breton. Il faut aimer sortir sous la pluie. Il ne faut pas avoir peur de répondre au téléphone, y compris quand les situations ne sont pas très simples. Et que c'est ça qui fait aussi la valeur de la relation. Fabrice Friss et Pierre-Henri de Menton, vous avez une vision d'ensemble puisque à la fois l'AFP et puis pour vous à Challenge Pierre-Henri, vous avez une vision d'ensemble sur les journalistes qui composent les rédactions. Comment est-ce que vous viviez la situation et qu'est-ce que vous remontent les journalistes? Fabrice par exemple à l'AFP, je rappelle quand même que 1700 journalistes composent l'AFP partout dans le monde. C'est pas rien, c'est une agence majeure. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, je ne suis pas journaliste, mais il m'arrive de parler aux journalistes de la maison. Et hier, pour préparer l'exercice, je me suis dit que j'allais faire remonter un peu de vécu. Donc, j'ai interrogé le service économique. Et je l'ai fait hier après-midi. Je me suis dit, j'aurai jamais les retours. Ça a été une flopée de réponses. Bien sûr. Et pour vous donner un peu de vécu, je vais vous lire brut de forge ce qui m'est remonté. Donc ça, ce sont les récriminations, c'est le cahier de doléances du service éco. Après, on passera à Pierre-Henri. Voilà, une liste de récriminations. Ce qu'ils n'aiment pas. Les communicants qui nous renvoient leurs mails plein de fois. Les communicants standardistes qui ne font que répondre au téléphone et sont incapables de répondre à la moindre question de fond sans demander qu'on envoie les questions par écrit. Les communicants qui écrivent leur numéro fixe et portable de téléphone au bas des communiqués, de résultats par exemple, et qui sont injoignables, que ce soit 15 minutes après le call ou une demi-journée après. Les communicants mal organisés qui te promettent un embargo puis annulent à la dernière minute. Les communicants qui jouent les victimes et te prennent à partie lorsque leur actualité génère des réactions négatives. Les communicants qui veulent absolument relire des citations. Ceux qui font le tour des journalistes du service quand une première personne leur a dit que le sujet ne nous intéressait pas. En général, même si on est la mauvaise cible, si on estime que le sujet n'est pas complètement inintéressant, on oriente quand même vers quelqu'un d'autre de l'agence. Donc quand on a dit non, c'est non. Les communicants entreprises qui sont frileux à nous mettre en relation avec des interlocuteurs en interne
et préfèrent tout centraliser. Ceux qui nous proposent des embargos matinaux en sachant qu'ils ont filé une exclue au Figaro ou aux Échos. Ceux qui n'aiment pas qu'on donne les résultats publiés en normes IFRS. Les communicants qui t'appellent directement sur ton portable le lendemain de l'envoi d'un communiqué par email pour savoir si l'on a bien reçu et si ça nous intéresse. Si on n'a pas répondu, c'est que ça ne nous intéressait pas. Mais le communicant a besoin de l'entendre dire au téléphone pour le comprendre. Et tant pis s'il t'appelle sur un truc sans intérêt sur ton portable alors que tu es hyper occupé. Les communicants qui appellent dès que l'alerte est tombée en affirmant que ça manque de contexte. Les communicants qui nous tutoient d'emblée et aussi celui ou celle qui espère que vous allez bien. Les communicants qui mettent des anglicismes barbares partout, font des fautes d'orthographe grossières et abusent du impacté, suite à, et encore plus du résilient, dynamique, bienveillant, inclusif, agile. Les mails de communicants avec des titres trompeurs du genre breaking news quand il s'agit d'une annonce sans importance. Voilà, je m'arrête là. J'ai juste aussi récupéré hier un mail, et puis je vous assure, ce sera fini. Une réponse d'un journaliste à une agence cette fois. Et je ne citerai pas l'agence, par charité, c'était un sondage qui disait que 30% des mamans et 18% des papas sont touchés par la dépression postpartum. Réponse du journaliste de l'AFP à cette agence: nous ne sommes pas intéressés par ce sondage. Par ailleurs, vous nous avez déjà envoyé 2 mails ce matin sur ce seul sujet, sans compter tous ceux que vous nous avez adressés depuis 2 semaines. J'ignore ce que s'imaginent des boîtes de communication comme la vôtre, mais c'est extrêmement contre-productif de polluer ainsi des boîtes mail de journalistes. Je ne parle pas au nom de mes collègues, mais personnellement, je resterai très réticent à l'avenir à l'idée de solliciter X sur la dépression postpartum ou tout autre sujet. Donc, je pense que ça illustre aussi, et j'ai lu l'étude d'Entreprise et Médias, le fait qu'il y a aussi une paupérisation des rédactions. À l'inverse, une structuration des directions de la communication corporate. Il y a un déséquilibre qui se crée. Et ce sujet de la prolifération, de l'encombrement des journalistes, c'est un sujet très important. Oui, c'est le fameux chiffre 6,5 de communicants face à un journaliste. Pierre-Henri de Menton. Non, moi je vais un peu prendre la défense des communicants, alors, parce que là, ils en ont quand même pris la tête. Non, c'est juste dire qu'effectivement, le ratio 6:1, c'est sûr que dans les 6, il y a des nuls, des gens qui font mal leur métier, et ça, il y en a partout. Donc on a d'autant plus de considération pour ceux qui font bien leur métier. C'est quoi faire un bon le métier? C'est de connaître les supports, comme on dit, c'est de connaître ces sujets, mais on a énormément de communicants qui ne connaissent pas les supports et qui ne connaissent pas les sujets sur lesquels ils sont censés communiquer. C'est une réalité, hein. Donc il y a sans doute une paupérisation, un problème chez les médias, hein, on peut en reparler, mais il y a un problème chez les communicants aussi, où on voit une dégradation, on va dire, du service, puisque c'est quand même un service. Ils sont censés, les relations médias, être au service des médias, hein, je rappelle, et pas seulement de leurs clients. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est qu'il y a une grande confusion, d'où cette impression de guerre des tranchées, c'est qu'on mélange communication et relations médias. Pour moi, c'est 2 métiers différents. Relations médias, il y a un dialogue. Communication, on est plus dans une stratégie d'entreprise. Naturellement, la relation média doit s'intégrer dans cette communication, mais en ce moment, ça se mélange complètement. Et on le voit à tel point que les frontières, beaucoup d'agences proclament qu'elles sont des médias. Par exemple, le brand content est en train de prendre une importance. Je vous recommande, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Figaro, mais la lecture du Figaro et vous ce matin. Voilà, on voit qu'il y a quand même un énorme problème. Donc voilà, chacun chez soi, faisant bien son métier, et ça ira beaucoup mieux. Et il y a des gens qui font très bien leur métier, des journalistes qui font bien leur métier, d'autres qui le font mal. Des relations médias qui le font bien et d'autres qui le font mal avec ces 2 problèmes. Bon, là, c'était un florilège, hein, c'est rigolo, mais ces 2 problèmes qui, effectivement, nous, on a souvent au téléphone ou par mail ou partout, médias disponibles, des gens qui ne nous connaissent pas Challenge, ou ne connaissent pas leurs clients, ce qui est peut-être encore plus grave. Et sur ce sujet du off-on, des citations... Alors nous, on a une charte qu'on a fait en 2013, où donc le principe, c'est qu'on ne relie pas les citations, ce qui, par exemple, est le cas dans la presse anglo-saxonne, hein, on ne relie jamais une citation. Et la presse régionale me rappelait... donc ça, c'est effectivement une dérive qu'il y a. Ça peut se faire dans des cas exceptionnels, on peut le comprendre.
Après, il y a une dérive, ça a commencé naturellement par le politique, où c'est absolument dingue parce que c'est relu de partout. Une interview de secrétaire d'État est relue jusqu'au sommet, c'est absolument grotesque. Et tout le monde a peur. Et on a très souvent, effectivement, des papiers qui sont en retard parce qu'il y a 3 communicants qui planchent sur un truc où il faut changer une virgule, parce qu'il faut justifier aussi la présence, et puis si on n'a pas les citations, c'est ennuyeux vis-à-vis du client. Donc c'est une dérive, et je pense qui est nocive à la fois pour les gens qui font la relation média et pour les médias. Est-ce que côté communicant, vous actez également le fait que c'est contre-productif d'imposer des relectures qui se transforment parfois en réécriture? C'est ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, je pense qu'on perd énormément de temps, on perd la spontanéité. Une interview qui a été relue, on le voit tout de suite, donc elle perd, à mon avis, de son intérêt. Après, il peut y avoir des cas, si on a besoin, on a mal pris ses notes, et puis moi je trouve que c'est une rupture de la relation de confiance, donc c'est jamais bon, quoi. C'est très rare, moi je dis toujours, ou alors moi j'évacue en disant ça sortira pas de nos colonnes, quand c'est du off, je suis contre le off aussi, ou de dire vous me faites confiance ou pas, et là, bien sûr on vous fait confiance, mais on veut quand même relire toute l'interview, quoi. Et puis ça va plus loin, il y a des gens qui veulent relire les questions, et puis là on a des cas effectivement de communicants qui veulent relire les articles, donc là on marche quand même sur la tête. Anne Méo, vous considérez que ces pratiques sont justifiées, juste ? Pardon, juste avant de vous laisser réagir, Anne et Amaury, une petite précision que j'avais. La salle peut poser des questions. Si vous êtes en distanciel, comment on dit, en visio. En visio, voilà. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat et nous en ferons les porte-parole avec Hugues. Pardon, merci. Donc Anne Méo, je disais simplement, ces pratiques du on, du off, des relectures qui deviennent des réécritures parfois, et qui effectivement, Pierre-Henri de Menton le disait, sont finalement contre-productives pour les journalistes et pour les communicants. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, alors moi je pense qu'on est passé d'une société d'autorité, mais c'est valable globalement, c'est-à-dire qu'il y avait des sachants, et avec la digitalisation, la numérisation, en fait on voit bien que tout ce qui est pouvoir institutionnel est remis en cause, on s'en méfie, et même, il y a un a priori, tu mens. C'est quand même le monde moderne. On croit plus le complotiste qui te dit que tu vas mourir avec ton vaccin que le médecin qui pense quand même que s'il y a des vaccins, c'est contre les maladies. Donc il y a cette dérive sociétale très forte. La seule façon, et d'ailleurs qui touche les journalistes, parce que je pense que les journalistes eux-mêmes font l'objet d'une crise de confiance et sont mis dans le même lot que les dirigeants et que les chefs d'entreprise et que les politiques. C'est les 29% que je citais tout à l'heure. Voilà, c'est des sachants, donc on s'en méfie, etc. Contre ça, c'est quoi la solution ? D'abord, c'est d'être, vous comme nous, et moi je sais qu'à Imachette, c'est ce que franchement on essaie de faire, d'être de plus en plus compétent. Donc la compétence, c'est quand même la clé du truc. Et la deuxième chose, je suis d'accord avec vous, c'est la confiance. Maintenant, la confiance, c'est un fusil à un coup, c'est-à-dire que si on te trahit, tu fais pas confiance. Tout le monde n'est pas digne de confiance, le truc. Quand tu manies des données qui peuvent entraîner une chute de cours de bourse parce que quelqu'un n'a pas compris, parce que moi je fais pas partie des gens, je crois pas trop au complot et au machin, mais je pense que l'incompétence, elle existe des deux côtés. Il y a des communicants incompétents, mais il y a des journalistes incompétents. Alors, je pense qu'il y a une amélioration de la presse économique et financière sensible. Donc c'est pour ça que je suis moins négatif que vous tous, c'est-à-dire que je trouve quand même, là, ok, on est post-Covid, il y a eu tous ces trucs-là, mais moi je me souviens de la presse il y a 20 ou 30 ans, franchement il y a une amélioration et des communicants et du niveau de la presse économique qui est considérable, donc on peut être aussi optimiste. Alors pour répondre à votre réponse sur la confiance, moi je pense que pour une entreprise, puisqu'il y a ce problème de méfiance, voilà, et puis que tout est global, tout se sait, etc. Moi je prône, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est probablement vos meilleurs interprètes auprès des boîtes, moi je prône pour le plus de transparence possible, parce que si tu n'expliques pas la globalité de ce que tu fais et si tu n'es pas ouvert, on ne te fait pas confiance. Donc une communication à laquelle on ne croit pas, elle ne sert à rien. Et une bonne communication, c'est une communication crédible, qu'on y croit. Et donc pour y croire, il faut apporter des preuves, il faut ouvrir des fenêtres, etc. Donc je pense que paradoxalement, on a le même intérêt. Amaury ?
Oui, je dirais que c'est aussi une relation sur le long terme avec beaucoup d'occurrences, parce que très souvent, on a des communicants qui interviennent de façon très sporadique et très isolée finalement. Donc effectivement, la relation sur le temps long est importante. Moi, ce que je voulais dire enfin, ce qui, pour nous journalistes, est très difficile à accepter, c'est effectivement cette demande de relecture de citation. Également, de plus en plus, les demandes de questions envoyées à l'avance. Alors, il y a une espèce de double protection qui est insupportable. Et quand même, il y a beaucoup d'entreprises, de groupes du CAC 40 qui nous expliquent que, compte tenu des enjeux, etc., ils sont obligés de demander la relecture des citations. Et à ce moment-là, s'engage, soit il y a la relation de confiance qui est installée, etc., mais surtout pour les jeunes journalistes, c'est compliqué parce que s'engage un rapport de force, vous avez en face de vous un groupe énorme, vous êtes un petit journal, qu'est-ce que vous faites ? Donc très souvent, on est obligé de rappeler aux jeunes journalistes, non, nous, par exemple, la stratégie, nous ne faisons pas relire les citations, mais je sais que certains, il leur arrive de le faire, parce qu'ils n'ont pas la même relation avec voilà, avec je voulais juste dire, en fait, ce qui est amusant, c'est les pires, je pense, bon, il y a les banques qui sont pas mal, mais les pires, c'est les groupes de médias, dans leur communication. Ouais. Et Joyce Media, chapeau, parce que les groupes de médias, c'est les pires communicants. Voilà, je dis juste ça. Allez, essayer de trouver les comptes exacts. non, mais je dis, c'est quand même assez marrant, quoi. Alors, il y a Lucie qui voulait intervenir, Xavier, et ensuite... Juste pardon, pour compléter rapidement, ce qui est horripilant aussi, c'est parfois que on sent que des agences de communication proposent ce service à leurs clients et que c'est moins une demande du client lui-même qu'un service apporté par l'agence. Un peu le principe de précaution, quoi, exagéré. Lucie ? Oui, sur les relectures de citations, je pense que c'est d'autant plus contre-productif que quand un communicant insiste absolument pour relire les citations, moi, ma réponse, c'est bon, du coup, je ne ferai pas de citation. Je vais tout prendre dans ma plume, je vais écrire moi-même. Et c'est pas grave, parce que finalement, l'information, elle sera donnée au lecteur et c'est le but. Donc, je pense que c'est complètement contre-productif sur les citations. Sur les interviews, par exemple, nous, on distingue des citations dans un papier. On accepte les relectures d'interviews à l'AEF où je travaille, parce qu'on est sur des sujets très pointus. Donc, on a un risque d'erreur qui peut être quand même assez élevé, d'une part. Et d'autre part, parce que certains en font une condition sine qua non pour accepter des interviews. Donc, à partir du moment où on l'accepte pour certains, on l'accepte pour tous. Mais ce qui est fou quand même, c'est de voir les types de retours qu'on peut avoir. Parce qu'en gros, moi, je distingue 3 situations. On a les communicants qui comprennent notre travail et qui le respectent. Et là, quand ils vont relire une interview, ils vont ajouter un chiffre ou le préciser. Ils vont ajouter une petite phrase qui va permettre de mieux comprendre le propos. Et puis, on s'en tient là. Voire parfois, on ne change même pas une virgule. Il y a ceux qui vont réécrire parce qu'ils trouvent que c'est pas joli. Alors... Oui, c'est vrai. Quand on parle à l'oral, généralement, on n'a pas un niveau de langage aussi châtié que quand on écrit. Donc, c'est sûr qu'une interview, c'est toujours un petit peu vivant, normalement. Et là, on s'arme de patience et puis on réexplique que le principe même de l'interview, c'est aussi de faire entendre la parole de la personne, sa manière spécifique de s'exprimer. Et puis, il y a le 3e cas qui, là, est véritablement problématique, où on vous supprime des passages parce qu'ils sont gênants, ou on vous ajoute des questions. Alors ça, c'est quand même merveilleux. Quelque chose dont vous n'avez jamais parlé pendant l'entretien, on vous ajoute une question supplémentaire. Ça m'est déjà arrivé. On reformule les questions du journaliste. Merveilleux aussi. Et là, on rentre dans une véritable confrontation pour le coup. Et nous, la réponse dans ce cas-là, c'est on ne publie pas. Oui, moi, j'ai une réponse à Challenge, c'est qu'on ne publie jamais d'interview. C'est un genre... j'ai certains confrères qui les enquillent. Je ne citerai pas... Il y a deux hebdomadaires. Non, pour moi, ça n'a aucun intérêt. On a une formule qui s'appelle la rencontre, que fait on ne l'a pas inventé, c'est le Financial Times qui fait ça. On contextualise, on met des citations dedans. Et sinon, la dernière interview qu'on a faite, c'est Édouard Philippe, elle n'a pas été relue. Voilà, c'était un coup, il faut que ça soit des coups, mais une interview d'un patron de CAC 40, on sait très bien que ça n'aura pas d'intérêt. Donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant d'expliquer dans quelle situation il est, comment il réagit face à ça, et je pense qu'on apporte de la valeur ajoutée. Xavier Simon, vous souhaitiez intervenir ? Oui, avant Anne-Laure. Oui, je voulais juste apporter peut-être de nouveaux chiffres qui donnent des raisons d'être optimistes. Voilà. C'est que même s'il y a insatisfaction, clairement les journalistes expriment le fait qu'il y a une réelle utilité dans les relations médias.
Et même, il place le communiqué de presse comme l'outil encore le plus utile aujourd'hui. Donc, il est peut-être mal calibré, mais il reste très utile. Et si aujourd'hui, globalement, les journalistes reconnaissent qu'ils vont aller chercher l'information par eux-mêmes sur différents canaux et qu'il y a des intermédiations finalement des relations médias, c'est plus par nécessité que par réelle conviction. C'est plus parce que les communiqués de presse n'ont pas la bonne information, n'ont pas les supports multimédia nécessaires, n'ont pas les faits nécessaires. Donc il y a plus, je pense, en fait, une frustration des deux côtés qui vient peut-être d'un problème de méthode, peut-être de transformation digitale des relations médias, mais il y a sans doute bon espoir que si ça avance sur ce chemin-là, que les problèmes de méthode se règlent, les deux côtés vont comprendre qu'ils ont des enjeux communs. Et sur ce thème-là, le chiffre était évoqué en introduction, mais plus de 80% des journalistes mettent en priorité 1, l'exactitude de l'information, comme priorité des médias, donc au-dessus des facteurs économiques, au-dessus de bien des choses. Dans le monde, 70% des journalistes aussi reconnaissent que la confiance de l'audience est la priorité des médias. Donc ces sujets de confiance, on l'évoquait tout à l'heure, c'est des choses en commun. Le besoin l'intérêt commun entre les entreprises, les communicants et les médias. Donc pour moi, s'il y a guerre, elle sera contre la défiance, et clairement les deux parties me semblent être dans le même côté. Alors, peut-être après Benoît, sur les questions peut-être de digitalisation et d'impact économique. Encore une fois, on touche à des vrais sujets, et donc c'est vraiment très utile d'avoir ce débat aujourd'hui et ces échanges plutôt. Alors sur la relecture, il y a probablement qu'en France qu'on se pose encore ces questions-là, parce que finalement les anglo-saxons ont résolu le problème en contextualisant, et qui est aussi une bonne façon pour nous de travailler. Moi, je tiens aussi à dire que ça peut se passer extrêmement bien quand c'est pas relu parfois. Je travaille par nature beaucoup, parce que pour le tunnel sous la Manche, on est très présent à Calais, donc je peux citer par exemple Nord Littoral, qui est un quotidien local qui peut me faire des pages et des pages d'interviews d'un dirigeant sans avoir besoin de relecture, parce que ça se passe extrêmement bien, parce qu'il y a une précision, une compréhension, et que tout ce qu'il va écrire va être exact, que ce soit sur du financier, que ce soit sur du réglementaire, parce que on a des sujets, il faut bien voir que ça va être ces interviews, il faut réaliser qu'elles sont relues par énormément, elles sont lues potentiellement par énormément de lecteurs, donc elles peuvent être lues par la mairie locale, mais elles peuvent être lues également, moi je suis une frontière, elle va être lue par la police aux frontières, on est également un opérateur de train, donc ça va être lu par le ministère des Transports français et britannique, ça va être lu potentiellement par un actionnaire, ça va être lu par une organisation syndicale, ça va être lu par... Et donc si on n'est pas dans la précision de ce qu'on dit, et notamment si le patron n'est pas dans la précision, ça peut créer des vrais irritants, des vrais... et donc... et moi, j'ai pas été confronté à ça, mais quand on a fait l'étude Entreprises et médias, on a aussi beaucoup de mes camarades qui nous disent il faut réaliser que le journaliste, parfois, il veut simplifier, parce qu'il veut faire quelque chose qui est compréhensible pour son lecteur. La réalité, c'est qu'elle est complexe, et qu'en fait, en simplifiant, on fait des erreurs. Et que c'est et l'erreur, elle peut paraître ridicule pour le lecteur qui est, je sais pas, elle peut paraître complètement anecdotique pour le lecteur interne, mais pour le régulateur, lui, ça pose un vrai problème. Donc il faut aussi réaliser que la complexité n'est pas toujours facile à retranscrire. Benoît, sur la question, ça suppose quand même, pour pouvoir se faire confiance, je sais qu'à Hopscotch, vous insistez sur l'importance de ce qu'est le capital relationnel, de sécuriser cette question-là pour pouvoir entreprendre ce rapport de confiance-là, et que d'une certaine manière, de part et d'autre, on sache à qui on a affaire, et que finalement on se prémunisse des éventuelles crises qui pourraient arriver. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi du facteur temps, de la digitalisation, qui impacte aussi la manière dont on travaille des deux côtés. C'est sûr que le digital, les réseaux sociaux, Internet, est en train de tout transformer. Et d'ailleurs, ce qu'on vit, nous, ici, c'est une transformation de notre filière, de notre filière de l'information. Tout est perturbé. Le binôme historique du DIRCOM, de son communicant, de son agence, il externalise les relations avec les médias.
qui était le canal historique pour faire passer de l'information, est en train d'éclater, puisqu'aujourd'hui, les entreprises engagent des conversations avec l'ensemble de leur écosystème, d'où cette prolifération de contenu, cette prolifération d'intervenants qui ont non plus uniquement les médias comme tribune, mais les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, l'entreprise, certainement d'ailleurs, a fait grossir ses équipes. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a 6 communicants pour un journaliste aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas probablement 6 communicants sur un journaliste, mais 6 communicants pour parler à l'ensemble des publics. Et effectivement, ici, nous, on croit beaucoup au capital relationnel, c'est-à-dire la qualité des relations que l'entreprise va construire avec l'ensemble de ses parties prenantes. Donc nos métiers, ils sont clairement en pleine transformation et cet échange est très intéressant parce qu'on a envie d'intervenir sur tous les chiffres, sur tous les sujets et on aborde les points rapidement. Et certainement que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de conférences, de congrès, du monde de l'information est certainement un sujet nécessaire à lancer. Fabrice Friès. Moi, je vais rester dans le pratico-pratique, puisque c'est intéressant aussi. Le titre de la conférence est « Sortir de la guerre de tranchées ». Donc, on essaye d'apporter une petite contribution aux solutions en lançant une nouvelle plateforme qui s'appelle Media Connect, de diffusion de communiqués de presse, et qui vise déjà à rendre un service aux journalistes, dont vous avez vu qu'ils se disent submergés, relancés en permanence, mais aussi un peu inquiets de louper des choses, parce que finalement, ils regardent leur boîte mail, leur compte Twitter, etc. Et il leur arrive de rater des choses. Donc déjà un service aux journalistes, mais aussi un service aux communicants, pour leur garantir que leur communiqué sera aussi vu, et un service d'authentification, parce que ça c'est un autre sujet qui pollue la relation entreprise et journaliste, qui est la multiplication des faux. On l'a vu avec le communiqué de Vinci, on l'a vu avec une affaire récente d'un faux communiqué de Walmart qui a promu faussement une crypto-monnaie et qui a fait exploser le cours de cette crypto-monnaie. On l'a vu avec certaines opérations type rébellion extinction qui ont piégé des journalistes, y compris l'AFP en l'occurrence, qui ont cru en la véracité de ce communiqué. Donc là, quand on parle de confiance, là, il faut être conscient qu'il y a des acteurs qui essayent de déstabiliser le marché en faisant des informations volontaires. D'où ces modules d'authentification de communiqués pour n'être pas pris au piège. Je réagis juste sur deux trucs pratico-pratiques un peu anecdotiques, mais qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Il y a une nouvelle tendance après la relectation. Bon, ça, c'est un sujet de séminaire de journalistes depuis longtemps. Mais le nouveau truc, là, c'est comme c'est sur Internet, on peut le changer. Alors, vous appelez une boîte qui ne répond pas, parce que le sujet ne leur plaît pas, c'est pas dans le cadre. Donc, le papier sort quand même. Mais alors après, on rappelle et on dit, mais vous pouvez très bien changer. Alors là, je mets en alerte parce que je pense que c'est... Il y a un droit de la presse qui est applicable à Internet, qui s'appelle le droit de réponse. On peut toujours réagir. C'est le droit d'une personne qui est mise en cause. Tripoter un papier, donc moi je l'ai interdit à Challenge. Tripoter un papier est complètement contre-productif. C'est la meilleure façon de se faire attraper par les réseaux sociaux, etc. On a beau expliquer ça à certains communicants, ils ne comprennent pas. Quand on voit une version d'un article qui est en train de varier, on met en cause à la fois le média qui perd sa crédibilité, mais aussi la boîte. C'est absolument terrible comme pratique. Donc ça, c'est devenu... et puis l'autre chose qui est amusante, moi je suis en train de me débrancher des réseaux sociaux, c'est la fascination qu'ont, mais comme beaucoup de gens, c'est peut-être une dérive sociétale, les journalistes de leur propre image. C'est-à-dire que dès qu'un journal est mis en cause sur les réseaux sociaux, c'est le psychodrame. Il suffit qu'il y ait, 12 personnes qui disent... Alors c'est horrible. Et donc du coup, on veut absolument défendre son image. Et comme on veut défendre son image, on va se donner un genre dans ces articles. Enfin bon, voilà, ça c'est aussi une petite dérive. Une petite dérive que je constate parfois. Je ne vais pas aussi loin qu'Anne là-dessus. Je pense que
on a raison d'être de mauvaise foi et de tordre un peu et de faire rentrer les faits dans ce qu'on veut dire. Je pense que c'est l'essence du journalisme. Mais par contre, il y a effectivement... mais c'est The Economist, hein, c'est caricaturer et être de mauvaise foi. C'est quand même deux grandes qualités. Il faut, alors, en politiquement correct, on dira il faut un papier anglais. Hein, on appelle ça comme ça. Mais à partir du moment, un angle, mais on tord pas les faits, on les met dedans. Mais vous venez de dire on peut tordre les faits pour les faire rentrer dedans. Non, je suis pas d'accord. Les faits sont des faits. On peut avoir un angle sans faire mentir les personnes qu'on fait parler, sans déformer leurs propos, sans tordre les faits. Mais le fait de simplifier les choses, ça fait partie du métier, on l'a dit. Oui, justement, c'est pour ça que moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a confiance, donc la confiance, ça demande du temps. C'est le problème. Hein. Je pense que tous le problème qu'on a, il y a une problématique de temps. Ça demande de se voir, ça demande de se parler, etc. Et c'est vrai, moi j'ai le sentiment que il y a beaucoup, d'ailleurs chez vous comme ailleurs, il y a plein de journalistes qui nous appellent nous pour nous dire ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai, ça c'est sérieux, parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Ils savent très bien qu'on leur dira pas forcément tout, mais qu'on leur mentira pas. Et tu survis pas, moi ça fait 30 ans que je fais ce métier, tu survis pas dans ce métier si tu mens. Parce que tout se sait. Et donc si tu mens une fois, on ne te fait plus confiance. Voilà. Donc, mais c'est valable dans l'autre sens aussi. Nous, on sait le journaliste complètement tricky, qui n'a rien à foutre de la réalité des faits, parce que ça existe aussi, et qui est sur une thèse. Et franchement, ça fait du mal aux journalistes. Donc, on peut angler, mais alors là, madame, merci, on ne change pas les faits et on ne les fait pas rentrer. Moi, je voulais parler... juste sur les faits, hein, j'ai juste une anecdote. Après, j'arrête. Dans la communication financière et économique est extrêmement normée. On voit des communiqués d'entreprises qui ne publient pas leurs résultats nets. Hein. Je tiens à le signaler. On en voit beaucoup. Ça c'est normal que vous. Non mais ça c'est normal que vous le dénonciez. C'est autre chose. C'est tordre les faits. C'est tordre les faits. Donc je dis, les communicants tordent aussi les faits. Donc attention. Alors c'est pas forcément. Surtout sur l'information réglementée, je pense que je te dirais qu'à l'inverse, c'est pas forcément les communicants, c'est plus les directions financières. Parce que les communiqués financiers, nous on apporte notre patte, mais c'est pas nous qui avons le go final. Non, moi je voulais parler d'un truc, c'est l'éthique. Bon. Et je pense que l'éthique, elle est quand même fondamentale. Nous, on a et la société, c'est comme dans la vie quotidienne. Il y a les gens en qui tu fais confiance, il y a les gens dont tu sais qu'ils sont éthiques, il y a des gens dont tu sais que tu n'as pas forcément le même point de vue, tu n'as pas forcément les mêmes idées, et heureusement d'ailleurs, c'est les sociétés que j'aime, mais que tu respectes parce que tu sais qu'ils sont honnête intellectuellement. Donc dans nos métiers, la clé, elle est quand même là, elle est dans une forme d'honnêteté intellectuelle et d'éthique des deux côtés. Moi, j'ai quitté un client, et je ne dirai pas lequel, mais c'est facile à retrouver, j'ai quitté un client sur une histoire de communication financière, parce que, et pourtant je prétends pas être le génie de la com-film, enfin quand même je comprends ce qu'on me demande d'expliquer et de vendre, et je me suis dit exactement la chose, je dis mais le lead, le titre qu'ils veulent mettre, c'est du pipeau par rapport au truc, etc. J'ai quitté ce client, qui d'ailleurs après a eu des soucis, mais bien plus tard quand même, hein, avec les autorités boursières et un commissaire aux comptes qui a refusé après de valider. Donc à nous aussi, mais pour faire ça, faut quand même avoir des compétences en interne. Mais à l'inverse, il y a une éthique journalistique aussi qui est indispensable. Donc c'est là où on revient sur la relation de confiance qui est l'inverse de la guerre de tranchées. Il y a un point sur lequel je voulais réagir, que vous avez cité rapidement tout à l'heure, c'est les entreprises qui ne veulent pas répondre à certaines questions. Moi, ou les communicants, moi c'est vraiment un des problèmes que je trouve saillant dans la relation entre journalistes et communicants, c'est le fait de refuser de répondre à certains médias ou à certains journalistes, ou à certaines questions. En fait, on voit bien que nous, on peut entendre qu'il y a une stratégie de communication, un agenda de communication de la part d'une organisation ou d'une personne, c'est bien légitime. Par contre, ce qui est difficilement acceptable, c'est le fait de dire vous, on ne vous répond pas parce qu'on ne vous connaît pas, ou vous êtes un petit média, ou on ne répond pas à cette question parce qu'on n'a pas envie de communiquer sur ce sujet-là. Bah oui, mais moi, je suis en train de faire un sujet. Je vous donne la parole parce que je pense que c'est utile que vous parliez, et vous refusez de me donner cette réponse. Je trouve que là, il y a une vraie problématique, et pour le coup, c'est assez partagé. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de communicants qui n'ont pas trop de difficultés à refuser de répondre à certaines questions. Mais c'est contre-productif, hein. C'est totalement contre-productif. Et si on dit que pour bâtir une image, il faut justement
donner regardez ces boîtes qui, au fond, deviennent très focus RSE sur leur communication parce qu'ils savent que leurs produits seront plus vendus s'ils sont durables. Et donc, bon, ça veut dire une démarche globale. Ça veut dire que tu ne peux pas faire ça et par ailleurs faire d'autres choses. Et vous, de toute façon, Dieu merci, parce que je trouve que c'est ça la démocratie, vous aurez accès tôt ou tard à toutes les informations. Donc nous, de l'autre côté, si on conseille bien les boîtes, après, c'est quand même les boîtes qui disposent. Mais si on conseille bien les boîtes, on doit leur expliquer ça, qu'il faut répondre, qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut surtout être cohérent. Vous êtes sûr, Anne-Méo, qu'on aura accès tôt ou tard à l'information ? Ah ouais, moi je pense que le secret n'existe plus dans le monde moderne. Entre les lanceurs d'alerte, entre les piratages de mails, entre trucs... Ça, alors moi, c'est la première chose, mais moi ça fait au moins 10 ans que j'ai toujours dit à mes clients, j'aurais dit, écoutez, le secret n'existe plus. Bon, autrefois, tu avais les types qui faisaient leurs petites affaires entre eux, qui avaient quelques médias à qui ils délivraient la bonne parole, etc. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que tout le monde s'empare des choses, y compris d'ailleurs des gens qui n'y connaissent rien. Hein. Mais dans les réseaux sociaux, je ne parle pas là des journalistes, parce que tout le monde s'improvise journaliste aujourd'hui, ce qui est aussi un problème. Hein. Et c'est pour ça que pour votre profession, il y a un vrai enjeu d'éthique et de compétences pour faire la différence avec justement les déversements des réseaux sociaux. Alors Anne-Laure, pardon Pierre-Henri, mais Anne-Laure voulait intervenir et je me souviens quand on avait discuté pour pas paraître d'entrée, vous aviez aussi parlé des différences entre guillemets entre les catégories de journalistes, si je puis dire. Oui, et puis peut-être les catégories d'entreprises aussi. Moi, j'ai toujours travaillé dans des sociétés cotées et en fait, j'ai l'habitude de rappeler que je fais un métier qui est régulé. Mon téléphone peut être écouté, enregistré, et c'est aussi ce que j'aime dans le fait de travailler pour des sociétés cotées, parce que on doit à notre public une information précise, exacte et sincère. On publie tous nos comptes et nous sommes parfois en concurrence avec des sociétés qui ne publient pas leurs comptes ou très partiellement, ce qui est d'ailleurs très casse-pied. Je pense que c'est extrêmement protecteur. Je défends beaucoup les boîtes cotées. Je pense que c'est extrêmement protecteur pour tout le monde de publier l'ensemble des informations. C'est protecteur pour les salariés. C'est extrêmement utile dans le dialogue social de bénéficier de l'ensemble des informations. Et c'est également très utile pour les médias, je l'espère en tout cas. Moi, je voulais juste réagir parce que Anne-Méo est revenue plusieurs fois sur la relation de confiance, etc. En gros, qu'il y a des bons journalistes à qui on peut faire confiance et puis d'autres où c'est plus compliqué. Il faut faire attention, je pense que là aussi, ça peut être contre-productif. Je prends un exemple de Mark Zuckerberg, qui n'a pas une très très bonne image. Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui parle à 3 journalistes en qui il a confiance. Absolument, oui. Donc à l'arrivée, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique ce genre d'approche, donc il faut faire attention. Il y a des journalistes qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, c'est comme les communicants, donc il faut le savoir et avancer en fonction. Mais se restreindre à se dire, bon, j'ai 3 journalistes à qui je parle, c'est pas top. L'exemple de Mark Zuckerberg est là pour le prouver, mais il a peut-être des problèmes de communication aussi, ce garçon. Ça doit quand même revenir d'autres choses, parce que c'est complètement contre-efficace de parler à 3 personnes. Et pour moi, la confiance, soyons très clairs, hein, c'est pas l'amitié, et c'est pas le type qui écrit ce que tu veux, et dont tu te dis c'est mon copain, c'est pas ça la confiance. La confiance, c'est l'éthique professionnelle. Je pense que c'est pareil pour vous, la confiance, c'est ça. Et dans la vie, il y a des gens, c'est un beau mot, la confiance, hein, c'est pas la connivence, la confiance, c'est pas le même mot. Oui, Benoît. C'est intéressant le sujet depuis le début, on parle de confiance et en fait on est réellement dans une crise de confiance. Alors on a parlé de beaucoup de chiffres, mais il y a une étude qui est sortie récemment de Syntec Conseil qui explique qu'il y a une crise de confiance des Français envers les médias, envers les entreprises quand elles parlent de leur stratégie RSE, envers des communicants. Donc on est tous dans le même bateau de recréer la confiance avec le plus grand nombre. Et moi je trouve, pour revenir sur l'initiative qu'on présente aujourd'hui de Media Connect, qu'il y a un point formidable que vous n'avez pas abordé, c'est qu'on peut joindre, au-delà de tout ce que vous avez dit sur l'intérêt d'un endroit où on va pouvoir ranger tous les communiqués, de la blockchain pour les certifier. Il y a un point très intéressant, c'est que vous avez mis une fonctionnalité qui est qu'on peut joindre des pièces. On peut joindre des pièces qui peuvent être des films, des documents et tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est très important, c'est d'offrir la possibilité aux journalistes de tous les éléments de preuve de ce qui est annoncé dans le communiqué. Et parfois, il faut aller chercher ça sur Internet, sur le site Internet. Et là,
tout va être connecté. Et ça, je pense que c'est un point très très important pour aider regagner cette confiance qu'on sent un peu distendue entre le communicant, l'entreprise et le journaliste. Et puis plus globalement avec le plus grand nombre. Fabrice, Lucie, et puis après on va passer à la dernière On va partie. tenter d'esquisser des solutions pour sortir de tout cela. Donc oui, je pense que ajouter ce qu'on appelle du rich media, ça doit accroître la valeur d'usage du communiqué qui a perdu un peu de sa superbe. Je voulais juste dire un mot puisqu'on parlait les problèmes de pool, les problèmes de choix par les patrons de leurs journalistes, c'est évident que c'est une calamité. Inversement, je sais qu'il y a une demande, et je reviens sur le service éco en particulier, des journalistes d'avoir accès à un plus grand nombre d'interlocuteurs au sein de l'entreprise, c'est-à-dire pas simplement une fois dans l'année le patron à l'occasion de l'AG, et ni nécessairement seulement la personne qui en agence suit le client, avec lequel d'ailleurs il y a souvent des relations de confiance, parce que c'est quand même souvent des anciens journalistes qui connaissent le métier. Et il y a une volonté toujours de participer à des déjeuners de travail, de faire des visites d'usine et surtout d'avoir accès aux opérationnels. Et je pense que la diversification des contacts permettrait aussi de permettre aux journalistes de gagner en compétences, qui est effectivement un problème clé, et aux entreprises d'exposer un plus grand nombre de cadres. Et je pense que ça participe de la restauration d'un lien. Lucie ? Oui, je voulais juste réagir sur la notion d'enrichissement des communiqués. Je pense que ça peut être utile, effectivement, si c'est des éléments de preuve, comme vous le dites, ou des éléments de contexte qui permettent de mieux comprendre l'information. Mais ce qui est quand même le plus utile pour les journalistes quand on reçoit un communiqué de presse, c'est d'avoir la possibilité de poser des questions complémentaires et donc d'avoir quelqu'un qui répond au téléphone. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure dans les témoignages des journalistes, il n'est pas rare qu'on reçoive des communiqués et quand ensuite on essaye de joindre les personnes qui sont en signature de ce communiqué, on tombe sur un répondeur. Et c'est quand même assez infernal. Je veux dire, surtout que les médias n'ont pas tous le même rythme. Moi, je travaille dans une agence de presse, donc on publie en continu. Quand une information tombe à l'instant T, information dont on ne pouvait pas prévoir qu'elle allait arriver à ce moment-là, on a besoin de la publier le jour même et pas dans 48 heures quand l'attaché de presse ou le communicant sera... oui, c'est ça aussi. Soit un répondeur, soit quelqu'un qui nous dit « Ah, merci pour votre question, est-ce que vous pouvez me l'envoyer par mail ?» Au secours. On est un peu dans la même situation. Parce que non, mais j'imagine que quand c'est... Souvent, on a le répondeur du journaliste. Déposez votre message. Non, juste sur je pense que c'est très très petit, mais c'est très important ce qui a été dit sur les sociétés cotées. Les sociétés cotées sont transparentes. On n'est pas obligé de s'arrêter, effectivement. Le résultat net, je disais souvent, enfin pas souvent, il arrive qu'il soit même pas dans le communiqué, ce qui est illégal, hein, d'ailleurs. Mais il est le document de référence est accessible et un bon journaliste économique il a accès à ça. Le pire en l'occurrence c'est ce qui est pas coté, et dans le pas coté le pire c'est les startups et les licornes où là c'est carrément il y a rien quoi. Donc c'est freestyle complet. Donc quand même chapeau aux sociétés cotées, et elles sont c'est normé et elles sont transparentes. Il y a donc, on l'a constaté, une vraie crise de confiance entre à la fois journalistes, communicants, journalistes, et puis en bout de course, les citoyens qui ont aussi une défiance folle vis-à-vis de l'information qu'ils perçoivent. Très concrètement, aujourd'hui, on a posé tout le constat. Comment vous pensez qu'on pourrait sortir de cette crise de confiance ? Quelles solutions on pourrait envisager ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Moi, je veux bien me lancer d'abord pour dire je dirais pas qu'on est dans une crise de confiance. Je pense qu'il y a des situations distinctes. Anne Méo le disait tout à l'heure. On a d'un côté des agences qui vont communiquer massivement, qui vont nous envoyer 10 fois le même communiqué, qui vont nous faire rappeler par les stagiaires pour dire « Est-ce que vous avez bien reçu ce communiqué ?» Bon, oui, on l'a reçu. Si on n'a pas réagi, c'est probablement que ça ne nous intéressait pas. D'un autre côté, on a quand même aussi des interlocuteurs avec qui on arrive à nouer des relations de confiance, des gens qui connaissent les supports, qui connaissent les journalistes et leurs besoins, qui nous sollicitent sur des sujets dont ils sont sincèrement convaincus qu'ils vont nous intéresser et qui essayent de trouver l'angle ou la bonne personne à nous proposer. Enfin, je ne parlerai pas de crise de confiance. Je pense qu'il y a différentes manières de pratiquer le métier de communicant, parfois efficacement, parfois moins.
Et donc une proposition ou une solution, parce que nous. Alors moi, ma proposition numéro 1, c'est quand vous envoyez un communiqué de presse, soyez disponible après pour répondre à des questions, au moins dans les 24 heures qui suivent, de manière à peu près constante, quoi. Je vous dirais que c'est le b.a.-ba du métier, quand même. Il me semble aussi, mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas le cas partout. Anne, vous avez une proposition? Vous parliez tout à l'heure de charte. Est-ce que ça mériterait qu'on aille plus loin? Ou est-ce qu'on en... Franchement, c'est pas simple parce que c'est d'ailleurs un problème globalement sociétal. Moi, je pense que tout va mieux si chacun essaie de faire son métier avec compétence et éthique. Bon, après, on est bien obligé de mettre des garde-fous, des lois, des machins. C'est pour ça qu'on ne va pas réguler la relation. Tu vois, on a déjà assez de régulation, il y en a partout, c'est insupportable. Alors, en revanche, la charte est peut-être une façon, en tout cas, d'affirmer et de rappeler et un certain nombre de valeurs, d'abord aux jeunes entrants sur le métier et même aux boîtes. Parce que c'est un document qu'on va inventer. C'est pas forcément. Moi, j'ai réfléchi après votre question. Je suis la seule chose. Vous pourriez proposer une espèce de charte, mais c'est pas simple à faire. Et après, c'est pas simple aussi qui est signataire, parce que tu vois, moi, vous me parlez attaché de presse, c'est un milieu que je connais pas, c'est pas mon univers, mon truc. Moi, je veux bien signer s'il y a des syndicats que vous voulez, mais je fais partie d'aucun syndicat. Mais en tout cas, le fait que ça existe. Et que ce soit gravé dans le marbre, qu'il y a un certain nombre de valeurs indispensables à bien faire ce métier, ça pourrait être une initiative de challenge, c'est pas complètement idiot. Non, mais moi, je me méfie beaucoup des chartes. Nous, on a une charte éthique à Challenge, mais faire une commission, une charte, moi, je trouve ça me fait toujours un peu flipper quand on commence à réguler les choses dans ce milieu-là. Oui, mais on est libre. Moi, pour reprendre ce qui a été dit, un patron, il est libre de ne pas communiquer s'il le souhaite. Hein. On va pas nous, notre boulot, c'est essayer d'avoir l'info, d'avoir des bonnes idées, d'avoir l'info. Après, le reste, les gens, ils sont libres. S'ils n'ont pas envie de communiquer, on ne peut pas non plus refaire des lois, etc. Donc, je pense que le mieux, c'est de discuter. Voilà, et puis il n'y a pas, mais les textes, les commissions, tout ça, ça me fait toujours un petit peu peur. Ça a été un grand sujet, et c'est toujours un grand sujet dans notre monde. Et Xavier. Non, dans les solutions, je crois qu'il y a des enjeux de moyens. Hein. Les médias sont dans des crises financières compliquées avec les budgets, les modèles économiques des médias qui sont en transformation. Et les directions de la communication des entreprises sont aussi en train de prendre conscience que peut-être que les budgets qui sont alloués à la communication ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux, puisqu'on parle quand même de la réputation des entreprises, on parle de la confiance de l'entreprise dans l'ensemble de ses parties prenantes. Et ce capital relationnel, nous, ce qui nous intéresse de le faire, de bien faire prendre conscience aux entreprises qu'il est important de le travailler, c'est qu'il fait partie des actifs immatériels. Et qu'aujourd'hui, les actifs immatériels représentent plus de 70% de la valorisation des entreprises. Donc cette réputation, qui a été, comme l'a dit Anne, très, très longue à construire, peut se détruire. On n'a pas parlé de crise, mais peut se détruire rapidement avec un accident industriel, social, sociétal. Et donc peut-être qu'il faut aussi un peu plus de moyens pour qu'il y ait des gens pour répondre au téléphone quand on vous appelle. Xavier. Oui, alors je vais revenir sur l'aspect pratique, parce que les études que nous faisons auprès de journalistes et des communicants donnent des pistes d'amélioration. Donc on a parlé la forme du communiqué de presse, le ciblage, donc il existe des solutions aujourd'hui, et ça s'améliore constamment pour améliorer la relation. Et je pense qu'une fois ce problème pratique réglé, et avec sans doute aussi un peu de patience, parce que n'étant ni journaliste ni communicant, c'est fascinant de voir en fait à quel point il y a un effet miroir entre les professions et tout ce qui pèse sur le métier des journalistes au quotidien. Les fake news, l'immédiateté de l'information, transformation digitale, manque de moyens, manque de temps, se pèsent également sur les épaules des relations médias de manière équivalente. Donc sans doute comprendre aussi que dans cette transformation, il y a besoin d'un peu de temps, de patience. Et je pense que, voilà, moi en tout cas, je suis optimiste pour la suite. Il y a un point, on parlait de la filière et de l'écosystème, un point qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, qui est celui de l'éducation aux médias. Donc chez Cision, on s'adresse aussi aux collèges, universités et lycées, on fournit des solutions pour les centres de documentation. Et je pense que si solution on veut trouver dans la crise de confiance, on doit inclure la question de l'éducation aux médias et des professeurs documentalistes.
Alors, vous souhaitez intervenir? Alors, j'ai 2 recommandations à faire. La première, pour les entreprises comme pour les journalistes, l'étude de perception, nous, entreprises, nous est extrêmement utile. Et donc, je remercie vraiment chaleureusement les journalistes qui acceptent de prendre du temps pour répondre de façon anonyme à nos questions, à nos interrogations, à nos doutes. Voilà, c'est vraiment très, très, très utile pour améliorer nos pratiques. Donc, merci à ceux qui le font. Et la deuxième chose pour l'écosystème des médias, c'est une vraie, très grosse préoccupation que nous avons dans l'entreprise et nous sommes également partie prenante à ça puisque un certain nombre d'entre nous sont également des acheteurs médias. Et on aimerait trouver une solution pour que les jeunes lisent davantage les vrais journaux. Et est-ce qu'il faut créer des abonnements famille? Comment est-ce qu'on fait pour que chaque jeune qui a 14 ans, à 15 ans, lise autre chose que des trucs louches sur TikTok? Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour que ces jeunes-là, ils aient accès à une information de qualité, qu'ils arrivent à passer le paywall? Voilà. Donc, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'entreprise et il y a des solutions à construire aussi côté médias. Moi, je pense qu'il y a la formation qui est aussi un sujet. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à Imachat, j'embauche des gens qui ont effectivement fait des écoles de commerce, des études financières, puisqu'on travaille beaucoup avec des groupes cotés, mais je fais des cycles de formation. Et je pense que dans les journaux, je ne sais pas si vous faites ça, mais c'est vachement bien. Moi, je fais venir des climatologues, des spécialistes de la sécurité, cybersécurité, des avocats spécialistes des problèmes avec les activistes, des philosophes. Et on a un cycle de conférences parce que je pense, alors ça va vous paraître peut-être enfantin, mais j'y crois, tant pis. Je pense qu'on est meilleur et professionnellement et éthiquement quand on est tout ce qui est culture vous aide. C'est ça que je veux dire. Et moi, je pense que des bons consultants, c'est aussi des consultants. C'est pareil pour les journalistes. C'est des consultants cultivés et qui, quand je dis cultivés, t'es pas forcé d'avoir lu Shakespeare dans le texte, mais ça fait pas de mal. Mais c'est des gens qui ont quand même une Weltanschauung, une vision globale, une compréhension, un peu de compréhension historique. Moi, j'avais été frappé, par exemple, à un court moment où j'étais reparti sur un truc politique, de parler présidentielle et constitution avec des journalistes politiques qui n'avaient jamais lu la constitution de la Ve République. Ce qui, à mon avis, est quand même un problème. Voilà. Et donc, tout ce qui est formation est très important. Moi, je le fais chez moi. Je pense que c'est un devoir et puis en gros, c'est utile parce que ça fait des meilleurs consultants. Mais peut-être que dans les journaux aussi, je ne sais pas si vous avez des possibilités de faire des cycles de formation, mais plus larges, pas forcément que techniques. Vous souhaitiez rebondir, Fabrice, sur la question de la formation? C'est évidemment indispensable. En sens inverse, c'est bien que le monde de l'entreprise connaisse mieux le monde des médias. À l'AFP, nous avons un studio photo, et moi je saisis l'opportunité à chaque fois qu'il y a un passage d'un patron, de lui faire un petit tour de l'agence, et je suis frappé de 2 choses, toujours l'intérêt, et aussi parfois la découverte que les journalistes, par exemple de l'AFP, sont des généralistes. Ce sont des gens qui tournent tous les 3 ans. Donc on n'a pas des méga spécialistes. Ils se forment souvent sur les bureaux. Vous avez, vous savez, les manuels pour les nuls, la gendarmerie pour les nuls, etc. Et je trouve ça très bien. Je dis ça sans aucune ironie. C'est la force de la maison. Les gens se forment à des matières nouvelles et c'est cette multidisciplinarité qui fait la valeur de la maison. Mais c'est des choses qui frappent les visiteurs parce qu'ils pensent qu'ils ont en face d'eux des gens qui vont suivre l'agriculture toute leur vie. C'est pas le cas. Et donc, quand ils ont compris ça, ils ont une vision un petit peu différente du métier. Donc on a évoqué la formation, l'éducation, le souci aussi d'allouer des moyens pour qu'il y ait des informations de qualité, des moyens à la fois en communication, à la fois du côté des journalistes. On a 2 corps de métier qui sont aussi paupérisés à leur manière, ce qui s'en ressent en bout de course. Donc finalement, la charte également donc, a été évoquée, à savoir si ce sera suffisant de rappeler des principes. Juste, peut-être qu'il faudra passer outre la question des principes et aller au-delà, et peut-être rentrer dans le concret avec des solutions pour améliorer la situation. J'entends écouter, discuter,
répondre. Ça implique de l'empathie, ça implique donc de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses problématiques pour essayer du coup d'avancer, de converger, créer une sorte de cercle vertueux finalement, puisqu'en bout de course, je le rappelle, mais vraiment il y a des citoyens qui perçoivent cette information et qui vraiment, il y a une vraie défiance qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement des problématiques de société, et donc ça implique que tous, je pense collectivement, on s'en saisisse pour essayer concrètement de résoudre Lucie ne veut pas appeler crise de confiance. En tout cas, disons que voilà, on a du mal à se parler et je pense que c'était aussi l'objet de cette discussion aujourd'hui, c'est qu'enfin on commence à renouer le contact pour sortir donc enfin de cette guerre de tranchées. Je crois qu'on a plutôt avancé, c'était une discussion qui était riche d'enseignements. Oui, merci. Quand on a pensé le titre, on a pensé avec le point d'interrogation et le terme sortir quand même. Merci à tous de nous avoir suivis à la fois chez vous et merci pour ces intervenants.